Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Mais arts martiaux français, me dites-vous, mais cela n'est pas très inclusif, dites donc. Eh ben non, ce n'est pas inclusif, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et à propos de faire ce que je veux, aujourd'hui je vais vous parler de Maître Vigneron. Je vais vous conter la deuxième partie de l'étude qu'a fait mon ami Superfab sur Louis Vigneron, une étude longue et fastidieuse, et dont il s'est excellemment bien débrouillé pour me rendre un travail quasiment parfait. Hein. La perfection n'existe pas, on va dire quasiment. Et nous allons voir un peu plus en détail la vie de cet homme assez exceptionnel. Avant de commencer le récit, je tiens quand même à vous préciser que l'association L'Amicale des Arts Martiaux Français est enfin créée. Ça y est, c'est officiel, ça y est, c'est fait. Et vous pouvez adhérer à l'Amicale. Vous allez me dire, ça y est, il va encore nous demander du fric. Eh ben non, pas du tout. Pour commencer, naturellement, l'adhésion est gratuite, tout simplement parce qu'on n'a pas grand chose à vous proposer encore en termes associatifs. Donc du coup, voilà, si vous voulez vous inscrire, vous n'avez qu'à suivre les liens qui seront dans la description de cette vidéo. Rejoignez l'Amicale des Arts Martiaux Français, prouvez au monde que les arts martiaux français ne sont pas morts, ils ne sont pas oubliés, ils sont vivants, et bien vivants. Bien, maintenant commençons la lecture de l'œuvre de Superfab à propos de Louis Vigneron. Louis Vigneron est né à Paris le 11 avril 1827. Son père était ouvrier, menuisier, et avait fait les campagnes d'Espagne dans les dragons sous Napoléon Ier. Ce dernier fit apprendre à son fils le métier de tourneur mécanicien. Dès lors, ouvrier, Vigneron travailla de son état à Belleville chez M. Bréval, ingénieur, ami de M. Damois, l'artiste peintre paysagiste bien connu. Il faisait, paraît-il, l'admiration de ses camarades pour sa force naturelle. Il prit ses leçons de savate avec Guérineau, au grand déplaisir de son père, qui, malgré une grande antipathie pour cet exercice, était très fier de le voir tirer dans les assauts et applaudir par le public. Avec ce sentiment d'orgueil paternel, il disait alors « C'est mon fils ». Guérineau, le maître de Vigneron, camionneur au chemin de fer, avait été le professeur de Vigneron, grand, sec, voûté, très fendu. Il manquait de grâce dans son jeu, mais il était dangereux par sa manière de lancer des coups de pied droits qu'il dirigeait au creux de l'estomac avec une vitesse extraordinaire. De caractère assez vif, il était redouté dans le quartier de la Courtille, où plusieurs fois il avait mis des hommes hors de combat d'un seul coup de pied. Guérineau n'était pas un professeur savant. En raison de la faiblesse de sa vue, Vigneron dut quitter son métier de mécanicien. C'était en 1848. Il alla à Rueil, prit une petite salle chez un marchand de vin et donna ses premières leçons à raison de 25 centimes la leçon au 6e bataillon de la garde mobile, troupe composée de 24 bataillons. Créée, a-t-on dit, en vue de la Révolution de juin, cette troupe fut en effet licenciée peu de temps après. Vigneron revint à Paris et reprit momentanément son premier état. Il ouvrit une salle de boxe chez M. Rognon, marchand de vin, au coin de la rue Crussol et de la rue de Malte. Il y donna des leçons de soir, et tous les mois, il donnait des petits assauts intimes. Les élèves payaient les frais de la soirée. Rencontre avec Rambaud, dit la Résistance. C'est à partir de 1850 que la réputation de Vigneron commença à naître. Le boucher avait à ce moment la vogue pour les assauts de la salle Montesquieu, qui faisait fureur. Il y avait foule. On la voyait stationnée à la porte de la salle, un grand nombre d'équipages de toutes sortes. Il vint un jour voir Vigneron, à sa petite salle de la rue Crussol. 2 élèves, prévôt de Vigneron, tiraient ensemble et faisaient un assaut fort beau. C'étaient Lucet et Philippe. Le boucher demanda à Vigneron de vouloir bien les inviter à prendre part comme tireurs à son prochain assaut, ce qui fut décidé, et en même temps, comme il n'avait pas de tireur capable pour mettre en face de Rambaud, dit la Résistance, il demande à Vigneron s'il voulait tirer avec lui. Celui-ci accepta en adressant un défi à la Résistance.
Les deux hommes s'étaient montrés remarquables de puissance, de plastique, donnant aux assistants une impression inoubliable. Disait Edmond Desbonnets, Les Rois de la lutte, anecdotes et récits sur la lutte depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours en 1910. La résistance resta le favori du public jusqu'au jour où parut Louis Vigneron, qui eut assez vite raison de lui et le supplanta dès lors auprès du public sportif de l'époque. Toujours Edmond Desbonnets. Ils tirèrent 3 fois ensemble, en 3 séances séparées à 1 semaine d'intervalle. Les résultats des 2 premiers assauts furent indécis. Au 3e, Louis Vigneron battit complètement son adversaire et termina par un de ces admirables revers de pied dont les amateurs se souviennent encore. Vigneron contre Arpin, dit le terrible Savoyard. En 1852, le directeur de l'hippodrome de Paris fit construire comme succursale les grandes arènes nationales, rue de Lyon, près de la Bastille. Cette immense arène populaire ne donnait que 2 représentations par semaine, le dimanche et le lundi. En dehors des exercices du cirque, on y faisait de la boxe française et de la lutte à main plate. Les champions de la boxe étaient Vigneron, La Résistance et Blanc. Ceux de la lutte, Antoine Dornier et le fameux Arpin, le terrible Savoyard. Un jour que M. Arnaud, le directeur de l'arène, se désolait de ce que la Résistance, indisposée, ne pouvait pas tirer ce jour-là avec Vigneron, n'ayant personne pour le remplacer, Arpin lui dit « Si vous voulez, je le remplacerai, je connais mon affaire, à la boxe je ne crains personne. » Le directeur, satisfait, en informa Vigneron qui accepta avec plaisir. Si Arpin était à cette époque le roi de la lutte, il n'était pas celui de la boxe. Il a pu illustrer un coup de lutte qui porta son nom, mais à la boxe, il ne pouvait illustrer que les coups qu'il recevait. Lorsque le combat commença, il eut beau faire des bonds extravagants, des attaques insensées, déployer toutes les ressources dont il se croyait capable, vain effort. Vigneron, toujours calme, le recevait chaque fois par des coups d'arrêt, en pleine poitrine ou à la figure. Plusieurs fois, Vigneron l'attaqua par ce qu'il appelait la 18e, le chassé-croisé, et le faisait sauter en bas de l'estrade, sur laquelle il tirait. Tout ce que pouvait faire Arpin, c'était de remonter sur l'estrade, pour en redescendre, presque aussitôt, aux grands éclats de rire des spectateurs qui s'amusaient beaucoup de cette partie acharnée. Mais quelqu'un qui ne riait pas, c'était une belle Marseillaise qui vendait des gâteaux et des oranges aux spectateurs, l'amie d'Arpin, rendue furieuse par la défaite de son ami et ne pouvait contenir sa colère, résolue de le venger. Pendant que nos 2 athlètes faisaient le tour de l'arène dans un char romain pour recevoir les bravos des spectateurs, la belle Marseillaise se cacha derrière la loge où s'habillait Vigneron. Elle s'était armée d'un grand sabre de gendarme, servant à la pantomime de Robert Macaire et Bertrand. Au moment où Vigneron allait entrer dans sa loge, elle leva le sabre en l'air pour le frapper, lorsqu'un piqueur, qui avait tout vu, prévint Vigneron qui n'eut que le temps de rentrer dans sa loge au moment même où le coup fendait la porte. Les personnes accoururent, ainsi que le directeur, qu'on s'était empressé d'aller prévenir. On expulsa immédiatement l'irascible et orgueilleuse Marseillaise. Vigneron épouse Lazarine Brisedoux le 11 septembre 1852 dans le 6e arrondissement de Paris, et en 1853, Vigneron commença à donner de grands assauts à Belleville. Les principaux tireurs étaient ses prévôts. Lucé, Philippe, Blanc, Baptiste, 4 de ses meilleurs tireurs de cette époque paraissant dans tous les assauts. L'un d'eux, Blanc, un brave ouvrier, monteur en bronze dans les appareils d'éclairage, fut tué par une explosion tandis qu'il travaillait dans son métier. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la prochaine partie, nous verrons un passage un peu plus croustillant. Je n'avais pas envie que ça dure trop longtemps. Donc rendez-vous dans la 3e partie pour découvrir l'incroyable destin de Louis Vigneron, l'homme canon. Entre-temps, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!